Bonjour à tous, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur l'iceberg des films traumatisants, même 3 magnifiques vidéos et pas qu'une seule. Et là je vais reprendre ce concept pour vous parler des scènes traumatisantes. On pourrait aussi dire perturbantes, choquantes ou tout ce que vous voulez dans ce style. Alors de base, cet iceberg n'est pas de moi, je l'avoue. En fait, je l'ai vu un peu circuler sur internet, mais je vais quand même y ajouter pas mal de touches personnelles. Puisque de un, forcément, ce sera moi qui va faire les explications, et de deux, parce que aussi, j'ai refait cet iceberg, avec les mêmes scènes. Je veux dire que elles ne sont plus à la même place. En fait, j'ai changé le classement en fonction de mon ressenti. Donc forcément, plein de scènes ne vont plus se trouver à la même place. Et c'est mieux ainsi. Forcément, puisque c'est moi qui ai fait le changement. Alors en tout, il y aura 3 vidéos et il y a 6 tirs. Donc sans grande surprise, il y aura 2 tirs par vidéo. Pour info, tir, on peut traduire ça par niveau, palier. Je pense que vous avez compris. Sinon, je préviens aussi que les tirs vont être plus ou moins longues. Il y aura plus ou moins de scènes. Et ça, tout simplement parce que les scènes, je les classe uniquement par rapport au choc qu'elles me procurent. Je ne vais pas faire de quota pour qu'il y ait exactement le même nombre de scènes à chaque niveau. Ce sera un peu bête. D'ailleurs, en lien avec ça, je précise bien que les scènes vont être uniquement classées en fonction du traumatisme qu'elles me procurent. Je préfère le préciser puisque ça arrive assez souvent que la popularité d'une scène soit prise en compte. En mode plus c'est rare, moins de gens l'ont vu et plus c'est bas dans l'iceberg. Mais moi non, je n'ai pas envie de classer comme ça. Je ne classe pas en fonction de la popularité et comme j'ai dit, je me focalise seulement sur le côté perturbant. Je trouve quand même que c'est plus logique. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, attendez-vous qu'à chaque fois que je parle d'un film, je peux spoiler la fin. Donc si vous voulez éviter ça sur un film précis, il suffit juste d'avancer un petit peu la vidéo. C'est pas très compliqué. Voilà, j'ai fini mon introduction et j'espère qu'elle était claire. Voilà, maintenant, on va parler plus en détail des paliers et on va commencer par le tir 1. Comme c'est original. Alors voilà pour résumer ce qui va suivre. Je préviens quand même que même si le tir 1 est au tout début, il ne montre pas des scènes qui font aucun effet. Et pour tout vous dire, elles me font même plus d'effet que de nombreuses scènes dans d'autres films du type horreur, thriller, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'en comparaison, elles vont être moins perturbantes que les scènes des paliers suivants. Sinon, pour imager autrement, imagine un immeuble de 10 niveaux. Le niveau 10 représente le tir 6. Et en comparaison avec le tir 1, on serait déjà au 5e niveau, au milieu, et pas tout en bas où ça fait rien du tout. Voilà, tout ça pour dire que le tir 1 ne représente pas des scènes 100% gentilles. Je sais pas si c'était clair. Alors, premier film dont je vais vous parler, c'est Carrie. Carrie. Celui de 1976. Heureusement, puisque c'est le meilleur. Bref, Carrie parle d'une fille qui se fait tourmenter de toutes parts, et en même temps, on va voir qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. En gros, ça veut dire qu'elle peut faire bouger des objets rien qu'avec son esprit. C'est pas mal. Et vers la fin du film, lors d'un bal de fin d'année, elle va péter un câble et elle va causer la mort de plein de monde qui l'ont plus ou moins mérité. Puis ensuite, vraiment à la fin, elle meurt à son tour. Bon, ça c'est pour résumer hyper brièvement l'histoire.
Alors, pour en venir à la scène de l'iceberg, on a la toute fin, et là on a la place du personnage de Sue, qui est l'une des rares survivantes, pour ne pas dire la seule. Donc forcément, elle est perturbée, et à un moment, on va la voir marcher comme ça, se diriger vers la tombe de Carrie. Une fois arrivée, elle se pose, et elle dépose un bouquet de fleurs. Et là, tout d'un coup, le bras ensanglanté de Carrie va surgir de la terre pour attraper le bras de Sue. Et juste après, on se rend compte que c'était un vilain cauchemar. Et par contre, on va toujours voir Sue en train d'être paniquée et crier. Voilà scène assez marquante qui termine le film en nous donnant un dernier bon sursaut. Mais en même temps, voilà, je ne suis pas complètement traumatisé, puisque bon, c'était juste un cauchemar. Puis même sans prendre en compte cet élément, disons que la scène ne me perturbe pas énormément. D'où le fait que je l'ai placé ici. Puis en plus, voilà, même si Carrie n'est pas le film le plus joyeux du monde, eh bien ce n'est pas non plus un film qui m'a énormément traumatisé. Donc forcément cette ambiance générale joue un petit peu. Par contre tout ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le film. C'est juste que je ne suis pas extrêmement terrifié. Maintenant parlons de The Shining. Donc voilà là, on connaît l'histoire, qui parle entre autres d'un hôtel hanté au pouvoir bien sombre. Et en plus de ça, il y a plein de sujets qui tournent plus ou moins autour du surnaturel, ou de concepts plus terre à terre, comme la famille, la solitude, etc. Bref, la scène en question de cet iceberg est peut-être la scène la plus connue du film, puisque c'est le moment où on va voir Jack Torrance poursuivre sa femme Wendy et son fils Danny. Eh bien, il les poursuit avec une hache à la main. Donc c'est pas très rassurant. Et voilà, un moment, Wendy va s'enfermer dans la salle de bain, mais elle n'arrivera pas à fuir, contrairement à Danny. Du coup, elle est piégée. Et en même temps, le sympathique Jack, eh bien, donne des coups sur la porte avec la hache pour essayer de la rejoindre et de la tuer. Et en plus, il la nargue un petit peu. Mais à travers le grand trou qui a été créé dans la porte, eh bien, Wendy va se défendre et va réussir à donner un coup de couteau sur la main de Jack. Here's Johnny. Et ce sera suffisant pour le faire fuir. Elle a quand même de la chance. Enfin un petit peu, puisque si elle aurait vraiment de la chance, elle ne serait pas dans cette situation. Voilà scène mythique, mais qui de mon côté ne m'empêche pas de dormir. Après oui, pour être honnête, je serais terrifié d'être à la place des personnes pourchassées par Jack, mais dans un sens, personne ne meurt à ce moment précis du film. Et puis bon, de manière globale, même si j'apprécie beaucoup The Shining, eh bien question peur, pour moi, il se situe dans la moyenne des films d'horreur. Il ne me traumatise pas beaucoup plus qu'un autre. D'où le fait que j'ai décidé de mettre cette scène en début de vidéo. À présent, parlons de Psycho, Psychose. Alors dans cette œuvre, on suit au départ Marion Crane, qui après avoir volé de l'argent, elle part en cavale. Et pour passer sa première nuit en fuite, elle se rend dans un motel gardé par Norman Bates. Elle est d'ailleurs la seule cliente à ce moment-là. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de clients dans cet motel. Et on comprend. Voilà pour le synopsis.
Bon, pour expliquer la scène en question, eh bien, une fois que Marion se retrouve seule, elle décide de prendre une douche, et pendant qu'elle profite de ça, eh bien, on va voir au loin, à travers le rideau, qu'un mystérieux individu est rentré dans la pièce et se rapproche eh bien, de la douche. Et tout d'un coup, le mystérieux tueur tire le rideau et poignarde Marion à plusieurs reprises. Et plus tard, elle va mourir de ses blessures. Et tout ça dans une ambiance de musique terrifiante, de cris et de tueurs inconnus. Et qui a l'air très méchant. Normal. D'ailleurs, pour info, le tueur est Norman Bates, qui est déguisé pour ressembler à sa mère. En fait, il se prend pour sa mère. Voilà, donc ça explique l'apparence du tueur à ce moment-là. Donc voilà, il s'agit là encore d'une scène très connue, mythique. Et là, c'est vrai, ce qui renforce un peu la peur, c'est le côté un peu mystérieux. Sans compter le fait que depuis une bonne partie du film, eh bien on est à la place du personnage de Marion. Ça n'était pas juste un personnage qui servait de chair à canon, donc ça provoque un peu plus d'émotion. Mais même après tout ce que j'ai dit, et même en prenant en compte le fait que j'aime beaucoup cette scène, eh bien mine de rien, elle ne me traumatise pas complètement. En comparaison, elle me perturbe un peu moins que celle dans les tirs suivantes. D'où le fait que je l'ai mise seulement en tir 1. Mais comme je l'ai dit en introduction, tir 1 ne veut pas dire que ça ne fait rien du tout. Ça veut quand même dire que ça peut être assez perturbant, mais pas énormément. Je sais pas si je suis encore clair. Voilà, maintenant on va parler d'Insidious. Alors ce film parle entre autres de démons et d'un monde parallèle qui se nomme le lointain, The Further. Et il faut savoir que l'un des deux enfants de la famille Lambert est enfermé dans ce monde parallèle, ce monde un peu de mort. Il a été capturé par le démon au visage rouge, si on l'appelle comme ça. Bon, pour en venir à la scène. Alors un moment, Lorraine Lambert parle d'un cauchemar qu'elle a fait la nuit précédente, et dans ce cauchemar, elle y voit son petit-fils dans le coma, sur son lit, et le démon dans le coin qui va désigner l'enfant en mode pour dire c'est lui ma victime. Puis une fois que Lorraine a fini de parler, on est en mode maintenant, on n'est plus dans le flashback, et là d'un coup on entend un bruit de craquement, et tout de suite après, Lorraine aperçoit le démon derrière son fils en train de crier. Et puis voilà, juste après, il disparaît. Tout ça va bien évidemment créer un super jumpscare pour le pauvre spectateur. I can still hear that voice. What? Ah oui, pour info, à ce moment-là, seule Lorraine a pu apercevoir le démon. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles du surnaturel. Bon, pour être honnête, la première fois qu'on le voit, ça peut faire un petit choc. Mais quand on le revoit, pour moi, ça va. Même si ça n'enlève pas non plus totalement la peur. N'exagérons rien. Sinon, de tout le niveau 1, pour ma part, il faut savoir qu'Insidious est probablement le film qui m'a le plus effrayé, sans non plus qu'il y ait une grosse marge avec les autres films. Après, ce qui réduit cette marge aussi, eh bien c'est l'existence d'Insidious 2, puisque mine de rien, cette suite rend le premier film un peu moins pessimiste. Et sinon, pour en revenir à la fameuse scène, même si elle fait son effet, eh bien je ne peux pas dire que c'est la scène qui m'a spécialement le plus effrayé. Je pense qu'il y en a au moins deux autres qui sont au même niveau.
Enfin, ce n'est que mon avis. Voilà, on a déjà fini avec le tir numéro 1. Et bien que je n'ai pas encore fini d'écrire les 2 vidéos suivantes, eh bien c'est quasiment sûr que ce tir 1 va être le plus court avec seulement 4 scènes. Scènes qui d'ailleurs sont toutes connues. Et même 2 d'entre elles sont extrêmement connues. Bon voilà, il n'y a rien à dire de plus, puisque j'ai déjà tout dit scène par scène, ou bien en introduction. D'ailleurs, passons à présent au deuxième tir. Donc on augmente un petit peu dans l'angoisse. Enfin, c'est mon avis, c'est subjectif, forcément. Alors pour commencer le niveau 2, parlons de Signs, Signes. Donc le film suit la famille Ace, je ne suis pas sûr de la prononciation, et bref, cette famille va devoir faire face à une invasion extraterrestre. Bon, évidemment, tout le monde est touché par ça, il n'y a pas que, mais l'histoire est centrée sur leur point de vue, pour imager. Et puis voilà, le film est bien avancé, et à part quelques silhouettes ou quelques ombres, eh bien, on n'a pas vraiment vu vraiment bien les extraterrestres. Cependant, ça n'empêche pas que l'angoisse est déjà à son comble. Sinon, pour ajouter encore plus de contexte pour la scène en question, eh bien justement, on est dans la peur de cette imminente invasion, et à ce moment-là, on est dans la peau de Meryl, qui se met à regarder la télévision pour voir les dernières nouvelles. Et c'est justement là qu'on va nous montrer une vidéo amateur montrant un anniversaire d'enfant qui a brutalement pris fin puisqu'un extraterrestre rôdait dans les parages. Donc voilà, on voit les enfants barricadés à l'intérieur de la maison, et en même temps on voit le jardin. On ne voit pas encore vraiment l'extraterrestre, et à un moment la caméra se dirige sur le côté, donc vers un endroit qui est plus dégagé, où il y a la rue. Et là, tout d'un coup, on va voir l'extraterrestre passer furtivement en regardant vite fait en notre direction. Donc ça glace un peu le sang, pour ne pas dire beaucoup. Puisque oui, en plus, son apparence est un petit peu inquiétante. Voilà donc un moment assez flippant. Cela dit, pour être honnête, pour moi, le film est angoissant dans son ensemble, et pas seulement dans cette scène. D'ailleurs, celle-ci n'est même pas celle qui m'a le plus perturbé. Même si elle est dans le haut niveau, elle est même pas en numéro 1. C'est dire. Bon, sinon au moins dans cette scène, personne n'est mort. C'est peut-être pour ça qu'elle se trouve qu'en tier 2. Mais ce n'est pas pour ça que c'est très rassurant. Loin de là. À présent, parlons d'un film qui, je ne sais pas s'il est connu par les Français, même amateurs d'horreur. Et ce film, c'est Sleepaway Camp, Massacre au camp d'été, en français. Bon là, pour comprendre l'histoire, puisque oui, là je serai obligé de tout expliquer, eh bien au début, on suit une famille, un père et ses 2 enfants, qui sont partis sur un lac, ils sont sur un bateau, mais à un moment, ils vont se retrouver tous dans l'eau. Et le hasard va faire qu'au même moment, un autre bateau, mené par des jeunes inconscients, eh bien, va venir percuter 2 des membres de la famille qui étaient à l'eau, et ils vont mourir. Les morts seront le père et le fils qui s'appelle Peter. Ensuite, 8 ans plus tard, on va voir que la survivante, Angela, eh bien, elle vit chez sa tante. Et elle, Angela, et son cousin vont être emmenés par la suite comme ça dans un camp de vacances pour l'été. D'où le titre du film. Jusque-là, vous me direz rien de bizarre. Sauf que là-bas, dans ce camp, une terrible série de meurtres va se produire par un meurtrier dont on ne connaît pas encore l'identité. Et voilà, maintenant,
on va parler de la scène en question qui se trouve à la toute fin. Donc à ce moment-là, on va être à la place de deux moniteurs et on va percevoir Angela de dos, dénudée, et un garçon semble être sur ses genoux. Et tout d'un coup, un flashback apparaît comme ça, et on nous montre qu'Angela, enfant, eh bien c'était en fait Peter. Ce qui fait que l'enfant qui est mort au début, eh bien c'était la fille. Et en fait, on va comprendre que la tante a transformé Peter en Angela, puisqu'elle avait déjà un garçon à la maison. Donc elle voulait changer. Elle voulait tester les deux. Elle est folle, la tante. Bref, juste après, on revient à la toute fin de l'histoire, donc au présent, et on voit que le garçon qui était sur les genoux d'Angela, eh bien en fait, il est mort et il est même décapité. Et puis Angela, elle, lui, elle, eh bien se met tout d'un coup debout. Won't you, Peter? Et on va voir que Yel a encore en partie eh bien, le corps d'un garçon, puisque les parties génitales n'ont pas changé. C'est du masculin. Je ne vais pas vous faire un dessin. Puisque oui, je vous rappelle aussi qu'à ce moment-là, eh bien, Angela était nue. Pourquoi? Faut pas comprendre. Et puis bref, en même temps, on va voir ou surtout entendre qu'Angela eh bien, pousse des cris bizarres, des gémissements limite non humains. C'est très glauque. God, she's a boy. D'ailleurs, ce qui accentue aussi le côté étrange, c'est de constater que la tête d'Angela ne va pas avec le reste de son corps. Et ce, que ce soit dans l'histoire ou aussi par rapport aux effets que nous montre le film. En fait, si vous voulez, il y a aussi un côté un peu irréaliste avec cette vision, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, vu que ça va créer plus d'étrange et de peur. Surtout avec le visage figé comme ça, avec la bouche grande ouverte. D'ailleurs, d'un plan à l'autre, elle n'a pas exactement la même tête, et même sur un plan, sa tête est encore plus flippante. C'est encore moins humain, sans compter, comme j'ai dit, les gémissements, les cris à moitié humains, monstrueux, qui sont autant flippants qu'un petit peu irréalistes. Voilà, tout ça pour dire que c'est un moment extrêmement inquiétant et bizarre. Et le film se termine sur ça. Je connais pas beaucoup de films qui se terminent comme ça, pour être honnête. Sinon, ce qu'il faut aussi savoir avec cette scène de fin, c'est qu'on comprend un peu plus les raisons, le mobile du tueur. En fait, on devine qu'Angela, Peter, ce que vous voulez quoi, eh bien, a un peu perdu la tête à cause de ce changement d'identité forcé par la tante qui est complètement cinglée. Donc forcément, ça a déréglé petit à petit son esprit et ça l'a poussé comme ça, des années plus tard, eh bien, à tuer plusieurs personnes dans ce camp de vacances. Sinon, mine de rien, dans cette scène, il y a quand même un petit côté comique, puisque en regardant bien, eh bien, on constate que les moniteurs sont plus préoccupés par le fait qu'Angela est un homme, ou du moins à moitié un homme, que du fait que c'était la meurtrière, avec en plus la tête décapitée sur ses genoux. Franchement, c'est un peu limite transphobe. Ça n'est pas progressiste tout ça. Et comment on le devine ça? Eh bien tout simplement parce qu'ils disent un truc, je sais plus, genre oh, mon Dieu, c'est un garçon, c'est un homme. Et à l'inverse, eh bien ils disent rien du tout sur le fait que c'est un tueur, une tueuse. Donc c'est un peu bizarre quoi. Faut un peu revoir ses priorités, même si on est transphobe. Alors maintenant, parlons de la saga Saw. Et ce ne sera pas la seule fois dans cet iceberg. Bon ici, je vais vous parler du deuxième film,
et de la fameuse scène qui s'appelle The Needle Pit, donc la fosse aux seringues. Oui, en tiers 2 seulement. Bon, pour le contexte, on suit plusieurs personnes qui ont été piégées par John Kramer, et ils se retrouvent tous, à un moment donné, dans une pièce où il y a cette fosse. Et on va comprendre que sous les centaines, voire milliers de seringues, se cache quelque part une clé. Sans surprise, pas grand monde se dévoue pour aller chercher la clé. Du coup, Xavier, qui est énervé, comme d'habitude, eh bien il va prendre Amanda et il va la balancer comme ça dans la fosse eh bien aux seringues. Et le fait qu'elle soit balancée comme ça, eh bien ça va encore plus accentuer le fait eh bien qu'elle va avoir plein de seringues qui vont être plantées dans son corps. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier eh bien qu'elle n'est pas énormément habillée. Je veux dire, elle n'a pas un gros manteau sur elle et un pantalon super large aussi. Bref, malgré la terreur et la douleur, eh bien elle prend son courage à 2 mains et elle n'hésite pas à trifouiller, à mettre ses mains, ses bras dans les seringues, sous toutes les seringues, pour essayer de trouver la clé. Du coup, je ne vous raconte pas le nombre d'aiguilles qui sont rentrées dans sa peau. En plus, la scène nous fait bien imaginer, bien comprendre toute la douleur et la fragilité du corps face à tout ça. Bref, la fameuse clé va être rapidement trouvée, mais le pire, c'est que ça ne servira à rien, puisque la porte va se verrouiller de manière définitive avant même qu'on ait pu faire bouger la clé dedans. C'est un peu bête. Quoique, quand on connaît la suite de l'histoire, eh bien on se rend compte que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et puis voilà, forcément après ça, Amanda va sortir de la fosse. Et elle va pas rester dedans par plaisir. Elle sera d'ailleurs aidée par Daniel, qui va lui retirer les différentes seringues qui étaient encore accrochées à son corps. Alors comme vous l'avez deviné, ça n'est pas vraiment agréable d'être à la place d'Amanda à ce moment-là. Mais mine de rien, pour moi, je vous avoue que ce piège est l'un des moins perturbants. Je sais pas si c'est une opinion impopulaire, puisque je sais quand même que cette fosse aux seringues, eh bien c'est l'un des pièges les plus traumatisants pour une bonne partie des gens. Mais pour moi, non. Même si je suis d'accord que c'est horrible. Puisque oui, en plus, je ne vous en ai pas parlé, mais il faut savoir que les seringues ont déjà été utilisées, si je ne dis pas de bêtises. Donc le risque d'attraper des maladies est un petit peu élevé. C'est peut-être ça d'ailleurs le pire aspect du piège. Enfin, pour ma part. Mais mine de rien, même en prenant en compte tout ça, je préfère encore me trouver dans ce piège que dans la plupart des autres, et bien qui se trouvent dans la franchise Saw. En plus, le fait qu'Amanda sorte vivante de ça, avec son corps entier, ben ça allège le choc. Sans compter que plus tard, eh bien, on n'a jamais entendu dire qu'elle a eu des complications suite à ce piège. Sans compter qu'en plus, eh bien, on va se rendre compte par la suite qu'elle est complice de tout ça. Donc ça réduit un peu l'empathie. Donc voilà, tout ça fait que pour moi, cette scène n'est pas si perturbante qu'on veut me le faire dire. Mais je suis d'accord qu'en la voyant, eh bien on ressent la douleur. Sans compter que si on réfléchit un peu trop, eh bien on peut commencer à s'imaginer plein de maladies. Donc c'est horrible. C'est pas agréable. Mais voilà, le tier 2 est bien placé pour cette scène. Ou au plus bas, le 3. Mais bon voilà, pas besoin de foutre ça dans les abysses, en tier 6, ou je ne sais pas quoi. Là ce sera un peu exagéré. Bon, parlons dès à présent d'une autre œuvre qui s'appelle The Exorcist 3. L'Exorciste 3,
au cas où que vous n'aurez pas compris. Donc là, l'histoire suit au départ une enquête qui concerne plusieurs meurtres avec décapitation. Puis on découvrira petit à petit que le meurtrier est peut-être une force surnaturelle. Peu étonnant vu le titre du film. Bref, une bonne partie de l'histoire va se dérouler dans un asile, un hôpital psychiatrique, et c'est là que se déroule la fameuse scène. Alors à un moment, on suit l'infirmière qui s'appelle Amy Keating, puis elle commence à entendre des bruits bizarres. Et en fait, on va découvrir un peu plus tard que ce bruit provenait de glaçons qui se craquaient en fondant dans un verre d'eau. Bon, pour être honnête, c'est un peu exagéré que ça s'entende comme ça d'aussi loin. Bref, juste après cette découverte, le patient de la chambre va se réveiller brusquement, ce qui va créer un jumpscare. Can't I get any sleep? What the hell do you want? I'm very sorry. Bad enough you wake me up at 5:30 for... Suite à ça, l'infirmière se sentant un petit peu coupable, quitte la chambre pour laisser le patient tranquille. Ensuite, après être revenue dans son bureau, dans le couloir, l'infirmière va entendre à nouveau des bruits, mais pas les mêmes. Puisque là, ça ressemble un peu comme si on grattait sur un mur ou une porte. De ce fait, Amy inspecte à nouveau d'où vient ce son. Elle se rend donc dans la chambre où il y a ces fameux bruits. Ensuite, elle inspecte vite fait et rien ne semble anormal. Du coup, elle repart de la chambre, ferme à clé, ce qui n'empêchera pas qu'au moment où elle part, dos à la porte, un individu venant de la chambre va surgir derrière elle avec de grands ciseaux à la main. Et en fait, on va rapidement deviner que l'infirmière a été décapitée par cette mystérieuse personne, qui est habillée de telle qu'on ne pouvait pas deviner qui c'était. Ce qui crée encore plus de mystère. Ah oui, pour info, on va vite fait découvrir que la pauvre victime a aussi été éventrée, mais post-mortem, donc ça va. Cela dit, je préviens que tous ces détails gore nous sont suggérés ou racontés. Mais par exemple, on ne voit pas les gens en train de se faire tuer. Ce qui, dans un sens, avouons-le, limite un peu le traumatisme. Mais voilà, ça n'empêche pas quand même que la scène dont je viens de vous parler provoque un grand sursaut. C'est même limite la scène qui définit au mieux le principe du jumpscare. Mais bon, même si c'est l'élément principal, le jumpscare ne fait pas tout, puisque avant ça, pendant un petit moment, on peut dire que la tension était bien présente. Ne l'oublions pas. Alors à présent, on va parler de Pet Sematary, cimetière, avec un S et non un C. Pourquoi ? J'ai pas fait gaffe. Faites vos recherches. Alors l'histoire parle de la famille Creed qui débarque dans une nouvelle maison. Celle-ci est d'ailleurs curieusement située puisque juste à côté il y a une route qui embête le monde puisqu'il y a plein de camions qui y passent et pas loin non plus il y a un cimetière d'animaux un peu étrange. Et par ailleurs, c'était aussi un ancien cimetière amérindien, autochtone. Je sais pas quel est le meilleur terme à utiliser. Et bref, ce qu'il faut savoir avec ce cimetière, c'est qu'il a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Pour les corps qui y sont enterrés, bien sûr. Bon voilà, ça, c'est pour deviner les enjeux du film. Par contre, la scène en question
que je dois parler dans l'iceberg concerne un flashback raconté par Rachel Creed. Alors celle-ci raconte à son mari que durant son enfance, elle avait une sœur qui s'appelait Zelda. Et en fait, Zelda avait une maladie grave. Du coup, on la voit tout le temps clouée au lit, amaigrie, voire même la peau sur les os. Et puis en plus, la peau en elle-même n'a pas une apparence normale. Bon, comme tout le corps, quoi. Donc, autant dire que ça se voit qu'elle est malade. Et puis en plus, quand on voit Rachel venir lui donner à manger, ça fait pas rêver. Surtout qu'elle a du mal à manger, elle souffre, elle tousse. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que chaque seconde est une souffrance. We wished for her to be dead. Ensuite, quelque temps après, on va toujours voir Zelda dans son lit. Mais cette fois-ci, elle a en plus des grandes convulsions. En plus, on entend son corps faire plein de bruits de craquements. Elle a énormément de mal à respirer. Et peu après, elle meurt. Oh my god, she's choking. Murdered her by choking. They'll say you hated her, Rachel, and that was true. And then she died. Ensuite, on va toujours voir Rachel enfant, un peu affolée par la situation. C'est bien normal. Mais par contre, ce qu'elle va avouer à son mari, c'est qu'à ce moment-là, elle a senti un grand soulagement. Forcément, puisqu'elle ne va plus pouvoir s'occuper de sa sœur. Donc dans un sens, c'est une délivrance. Puisque de un, c'est chiant, et de deux, voir quelqu'un souffrir comme ça, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Bon, il faut savoir que même après la scène du flashback, on va percevoir par la suite Zelda à 2 reprises, dans le monde présent. Et pour cet iceberg, je pense que les 3 scènes sont évoquées. Donc c'est pour ça que je dois parler du tout. Alors plus loin dans le film, dans une autre scène, Rachel va avoir une vision où elle voit sa sœur Zelda, toujours clouée dans un lit, sur un lit, et là elle va lui dire qu'elle va venir la chercher, la punir de l'avoir laissée mourir, avant d'entendre un rire démoniaque. Get you for letting us die. Donc voilà, la pauvre Zelda est assez menaçante. Ensuite, vers la fin du film, Rachel retourne à nouveau dans la maison familiale. Et cette fois-ci, on va encore voir Zelda seule dans une chambre. Mais pour une fois, elle ne sera plus sur un lit, mais elle sera dans le coin de la pièce, accroupie à terre. Et l'inquiétante Zelda va la menacer à nouveau, puisqu'elle dit qu'elle veut retourner son corps pour qu'elle aussi ne puisse plus bouger du lit. Et puis voilà, elle va répéter ça en riant et en criant de manière diabolique. Et puis elle va même venir et se mettre face à Rachel en faisant tout ça. Never get out of bed again! Never get out of bed again! Puis juste après, à la place de Zelda, Rachel va voir qu'il y a son fils, Gage, qui est revenu des morts. Et pour le coup, le fils est bien réel, puisque son corps avait été enterré dans le cimetière d'animaux, l'ancien cimetière amérindien. Je sais pas si c'est clair. Sinon, ce que je veux repréciser aussi, c'est que seule la scène du flashback est réelle, puisque les 2 visions où l'on voit Zelda par la suite, comme c'est dit, ce sont seulement des visions. La première, on peut dire, est même totalement liée à l'imagination de Rachel. Par contre, la deuxième, même si l'apparition de Zelda est fausse, elle a une part de vérité,
puisque l'apparition de Zelda fait un parallèle avec le corps de l'enfant qui est revenu des morts. Je sais pas si c'est clair. Maintenant, parlons de Ghost Ship, le vaisseau de l'angoisse, titré en France. Film dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Par exemple, je n'ai jamais vu un youtubeur parler de ce film. Mais bon voilà, j'avais déjà entendu parler de ce film avant de préparer cette vidéo. Donc ça n'est pas totalement inconnu quand même. Alors, pour en venir à la scène en question, eh bien pour une fois, on est tout au début du film. Donc à ce moment-là, on va voir plein de gens passer du bon temps sur un bateau de croisière, un paquebot. Et pour être plus précis, on est le soir et il y a une sorte de bal. Donc c'est formidable. Mais en même temps, on va voir que dans l'ombre, un homme va soulever un levier et on va voir que cette action va faire brusquement bouger un très long câble métallique qui va passer à toute vitesse à l'horizontale sur une partie du bateau, y compris là où il y avait la piste de danse. Et en fait, ce câble va sectionner en deux tout ce qu'il va croiser. Et ça va inclure forcément tous les gens qui étaient sur cette piste de danse. Excepté une enfant qui était trop petite pour se faire trancher. Enfin, ce n'est pas pour ça que j'aimerais être à sa place. Bref, avec ce que je vous ai dit, eh bien on va voir brièvement quand même plusieurs dizaines de personnes encore conscientes pendant quelques secondes après avoir été sectionnées. Évidemment, on va mettre en avant la trace de coupure qui sectionne le corps avec le filet de sang qui apparaît. Et juste après, on va voir ces corps complètement mourir en tombant à terre, coupés en deux. Voilà, donc ça c'est une manière de tuer peu commune. Il y a d'ailleurs un petit moment où on a du mal à réaliser, même en tant que spectateur. Alors à présent, parlons de Damien, The Omen 2. Damien la malédiction 2. Pour la traduction. Bon, ce deuxième film se passe 7 ans après les événements du premier, et on suit Damien, l'enfant, ou plutôt maintenant adolescent, maléfique, et il le sait plus ou moins. Et puis voilà, maintenant, il vit aux États-Unis chez son oncle et sa tante. Ils ont de la chance. Puis voilà, tout au long du film, Damien va forcément croiser plein de monde, et certaines de ces personnes vont se douter qu'il y a quelque chose de bizarre avec lui. Et ces personnes qui commencent à en savoir un peu trop, vont mourir les uns après les autres. Donc voilà, c'est dans ce contexte qu'arrive la scène dont je dois vous parler. Alors à un moment, on va voir que Damien, comme d'autres personnes, ont été admis à l'hôpital, puisqu'on a peur qu'il ait été intoxiqué suite à un accident. Enfin, accident. Et bref, un médecin, le docteur Kane, va l'examiner, et par la suite, au vu des résultats, il va se rendre compte que les cellules de Damien ne sont pas humaines. Donc autant dire que ce n'est pas normal. Sur ce, juste après, il décide de montrer les résultats à d'autres personnes, et pour ce, il veut utiliser un ascenseur, mais une fois qu'il est dedans, dans l'ascenseur, celui-ci ne répond plus et ne fait que monter sans s'arrêter. Tout d'un coup, ça s'arrête, puis bam, d'un coup, l'ascenseur chute à toute vitesse, avant de s'arrêter un peu au dernier moment pour ne pas s'écraser. Mais le choc a fait détacher des câbles à toute vitesse qui vont tomber sur l'ascenseur, le sectionnant en deux, et le docteur, lui aussi, sera coupé en deux à cause de ça.
Donc c'est assez brutal, mais au moins c'est direct. Sinon, même si globalement c'est crédible, bon à certains moments, on voit que c'est du cinéma. Il y a un petit côté qui fait un peu faux. Mais bon, ça va, c'est léger quand même. Le tout reste globalement crédible, je dirais. Sinon, je voulais dire aussi que cette mort partage quelques similarités avec les morts du début du vaisseau de l'angoisse, dont je vous ai parlé juste avant, puisque là encore, on parle de gens qui sont sectionnés en deux à cause d'un câble. Maintenant, parlons de Dr. Sleep. Alors pour l'histoire, faut le prendre un peu comme une suite à Shining, puisque là, on va suivre l'histoire de la vie de Danny Torrance, adulte, et sans grande surprise, on va apprendre que sa vie n'est pas parfaite, puisque surprise, il a quelques traumatismes, et en partie à cause de ça, il a des problèmes avec l'alcool. Donc ça fait un petit parallèle avec son pauvre père. Et bref, Danny va un jour faire la connaissance d'une femme qui a les mêmes pouvoirs que lui, donc le Shine, et elle va entre autres lui apprendre qu'une mystérieuse secte capture les gens qui ont le Shine pour les tuer, dans le but de se nourrir de ce pouvoir surnaturel. Alors pour la scène présente dans l'iceberg, on va justement voir la secte en question, qui s'appelle le True Knot, le nœud vrai, si l'on traduit en français. C'est un nom un peu bizarre. Enfin, les sectes ont le droit de choisir le nom qu'ils veulent. Bref, on va voir que ce petit groupe a capturé un enfant, ou au moins un jeune adolescent, qui a le Shine. Et voilà, rien dans le scénario ne va empêcher le fait que cet enfant va se faire tuer. Et ce ne sera pas trop en douceur, puisqu'au départ, l'enfant est conscient, il crie, se débat, et a conscience qu'on est là pour lui faire du mal. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisqu'il va se faire poignarder. Et en même temps, pendant que sa vie s'en va, eh bien les membres de la secte se nourrissent de sa mort, de son pouvoir surnaturel. Bon, comme vous l'avez deviné, ils ne le mangent pas en mode cannibale, mais en mode surnaturel. C'est comme s'ils inspiraient quelque chose. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, moment un petit peu osé, puisqu'on aurait pu croire que dans ce film, les enfants ou tout jeune adolescent auraient été épargnés. Mais non. Bon, vu que ça paraît un peu impitoyable comme scène, j'aurais pu la mettre en tier 3. Mais en fait non, à cause de certaines choses. Premier point, pendant une bonne partie de la scène, il y a une musique un petit peu trop présente, et de mon point de vue, elle me sort plus de la scène qu'elle me fait peur. Puis deuxième point, pendant la seconde partie de la scène, eh bien on va voir régulièrement la réaction d'un autre enfant qui a le Shine, mais celui-ci n'est pas au même endroit d'où il y a le crime. Donc si vous voulez, avec ça, d'un plan à un autre, eh bien ça fait comme un aller-retour d'un endroit à un autre. Donc je trouve que ça nous coupe un peu du meurtre de l'enfant. On se sent un peu moins à la place de la victime. Après tout ça, ne ruine pas la scène non plus, mais en tout cas, ça ne la rend pas plus traumatisante, ça c'est sûr. Bon, changeons de long métrage pour vous parler de Destination Finale 2. Oui. Et là, il s'agit tout simplement de la grande scène d'introduction. Donc au début, on va suivre quelques personnages qui ne se connaissent pas tous. En fait, ils sont dans différentes voitures au même niveau sur une grande route
voire même plutôt une autoroute. Et d'un coup, on va voir qu'un camion qui transportait du bois, eh bien, va voir se détacher par accident tous ces grands troncs de bois. Tout ça va bien sûr créer des accidents en chaîne et du coup des morts en chaîne. Donc on va avoir un super méga accident. Pour aller un minimum dans les détails, on verra par exemple qu'un grand tronc d'arbre va transpercer une voiture avec l'occupant en même temps. Ensuite, d'autres véhicules, que ce soit voitures, camions, motos, vont eux aussi percuter d'autres grands morceaux de bois. Puis par la suite, petit à petit, tous ces véhicules accidentés vont eux aussi devenir des obstacles. À cause de tout ça, on verra donc plusieurs personnes se faire écraser, percuter, exploser, puisque oui, tout ça va créer pas mal d'explosions. Un peu trop même. Puis voilà, juste après, on va voir que tout ça n'était qu'une vision. Vision de l'une des victimes de ce futur probable accident. Pour information, cette fille s'appelle Kimberly. Bref, après qu'elle revient de sa vision, elle va bloquer le passage, puisqu'elle ne veut pas prendre l'autoroute. Et ça va la sauver, ainsi que plusieurs autres personnes dans d'autres véhicules. Sinon, le fameux camion transportant du bois va quand même créer un accident dans le réel. Au vu des dégâts, il y aura plusieurs morts. Cela dit, ironiquement, pour le spectateur, le vrai accident est montré de manière plus brève que la vision. Sauf peut-être à la fin, où l'on verra un camion percuter violemment la voiture de Kimberly, ce qui va tuer les occupants. Enfin, sauf Kimberly, qui était sortie de la voiture peu avant. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Bon voilà, c'était une scène marquante. J'imagine que ce genre d'image peut créer facilement de la paranoïa. Bon, un peu comme la plupart des morts dans la saga Final Destination. Sinon, pour en revenir à l'intro du 2, il semble que pour la majorité, il s'agit de la scène d'introduction la plus marquante. Sûrement parce qu'on s'identifie plus facilement au personnage de la scène. Puisque oui, en général, on se retrouve quand même bien plus souvent dans une voiture, sur une autoroute, que dans un avion, voire même dans un grand 8. Cela dit, de mon côté, je trouve que cette scène, même si elle est réussie, je ne trouve pas qu'elle est plus traumatisante que les autres scènes d'introduction. À titre personnel, celle du premier ou du 5e ne me perturbe pas moins. Sinon, je voulais dire aussi que voilà, ce qui allège un peu le traumatisme dans cette scène, c'est que les morts sont rapides, ou du moins assez rapides. Et puis de mon côté, sur la route, je ne croise pas très souvent des camions transportant des bouts de bois immenses comme ça. Donc autant dire qu'en voiture, je pense très peu à cette scène. J'ai fait aucun blocage là-dessus. Cela dit, parfois, j'ai trouvé des commentaires sur internet qui disaient que la réaction de certains personnages n'était pas très intelligente et du coup ça pouvait faire moins réel et peut-être par la même occasion un peu moins peur. Mais sur ce coup je ne suis pas d'accord, puisque sur la route énormément de gens sont complètement débiles. Donc voilà, on ne peut pas dire que cette bêtise humaine
et irréaliste. Loin de là. Ce serait même peut-être pire en vrai. Et j'exagère pas du tout. Maintenant, parlons de Massacre à la tronçonneuse. The Texas Chainsaw Massacre. Le film original, s'il vous plaît. Alors dans cette sympathique histoire, on suit un petit groupe de jeunes qui va se faire petit à petit tuer par les A-Face. Mais il y a une survivante, Sally, mais bon, au bout d'un moment, elle va quand même se faire piéger. De ce fait, elle va faire la connaissance, contre son gré, de toute la famille de psychopathes, les Sawyer. Les Sawyer. Je sais pas comment bien le prononcer. Donc voilà, pour le contexte, on est vers la fin du film. Sally est capturée, emmenée dans la maison des fous, et après avoir perdu connaissance, eh bien elle se réveille. Elle est bien attachée à une chaise, devant la table, la grande table du salon, avec les 4 psychopathes. Bien sûr, elle veut tout d'un coup être prise de panique, terrifiée, traumatisée. Donc elle va faire ce qu'elle fait de mieux, crier. Elle montre sa peur. Et bon, c'est pas très utile, puisque tout ce que ça va faire, c'est que 2 des membres de la famille vont se foutre de sa gueule. On voit même qu'ils prennent du plaisir à la voir comme ça. Sinon, Leatherface est là aussi, mais lui, on ne devine pas vraiment ses pensées. Sinon, il y a aussi le grand-père qui est là comme un mort-vivant, littéralement. D'ailleurs, on sait même pas à quoi il sert. On dirait un vieux zombie décomposé. Et du coup, en partie à cause de tout ça, eh bien cette scène a une ambiance hyper glauque. Puisque bon, avec les personnages, plus l'apparence du salon, comme tout le reste de la maison, eh bien ça peut mettre mal à l'aise. Puisque oui, une bonne partie de la déco, eh bien ce sont des ossements, d'humains ou d'animaux, ou sinon on voit aussi pas mal de peaux découpées, que ce soit aussi humains ou animaux. Et puis bon, je suis sûr aussi qu'il y a encore pas mal de trucs pas bien. Donc c'est pas très courant quand même. Quoique, quand on voit l'état de certains logements, franchement en vrai, il y a pire que cette maison. Et c'est pas si rare que ça. Croyez-moi. Bref, venons maintenant à la seconde partie de la scène, où là on va voir que les Sawyer vont pousser grand-père à tuer Sally de ses propres mains. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être une sorte de rituel, je ne sais pas, mais ce rituel est compliqué, puisque grand-père n'a pas beaucoup de force, et il n'arrive même pas à frapper Sally. À chaque fois, il fait tomber le marteau à côté. Au bout d'un moment, ça saoule complètement. J'ai envie de dire, donne-moi le marteau que je lui fracasse le crâne, tellement qu'on n'en peut plus. Mais bon, enfin, une fois, il va y arriver. Et puis bon, le coup n'était pas hyper fort. Il aurait pu faire mieux. Bref, juste après ça, Sally va se débattre encore plus et elle va enfin parvenir à fuir de ses ravisseurs en passant à travers une fenêtre du rez-de-chaussée. Ah oui, au fait, bien évidemment, elle va arriver à ça, puisque pour l'histoire du marteau avec grand-père, eh bien, elle a dû être détachée de sa chaise. Et en fait, elle était maintenue par un des membres de la famille. Mais bon, c'était quand même plus risqué que d'être bien attaché à une chaise. Donc c'est un peu bête pour les Sawyer. Je suis triste pour eux. Voilà, fin de tout ce que je voulais expliquer. Donc voilà, tout ça, c'est un moment très malaisant, avec une ambiance bien glauque, un peu à l'image de la moitié du film, j'ai envie de dire. En fait, si vous voulez, pour moi, ce moment-là,
ce qu'on appelle la scène du dîner, eh bien c'est plus une continuité dans l'horreur que vraiment une scène plus traumatisante que les autres. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Mais je suis sûr que plein de gens ne sont pas d'accord. Maintenant, on passe à Hérédité. Donc le film suit la famille Graham, qui a des rapports pas toujours simples. Et voilà, l'histoire commence juste après que la grand-mère soit décédée. Mais même morte, elle semble être la cause de pas mal de bizarreries. Bon, dans cet iceberg, il y a 2 scènes en rapport avec ce film, mais ce tir ne va en contenir qu'une des 2, et ce sera la première dans l'ordre chronologique. Alors, pour le contexte, on voit que Peter, sous les ordres de sa mère, est forcé à prendre Charlie avec lui, c'est sa petite sœur, pour l'emmener à une fête. Et en plus, Charlie avait pas très envie d'y aller, donc c'est un peu bête. Bref, une fois arrivé à la fête, Peter essaye de trouver un moyen pour que sa sœur soit occupée, et du coup il lui conseille d'aller manger une part de gâteau. Mais ce qu'il n'a pas fait gaffe, c'est que le gâteau en question contient des noix, et Charlie y est allergique. Mais elle va quand même partir manger une part, vu qu'elle non plus, elle n'a pas fait gaffe qu'il y avait des noix dans ce gâteau. Ensuite, à cause de ça, elle ne va pas aller bien du tout. Le principal symptôme est le fait que sa gorge va être bien enflée, et du coup, elle va avoir du mal à respirer. Après, elle va partir avertir Peter. Du coup, il la prend rapidement dans sa voiture pour conduire vers l'hôpital. Il roule à toute vitesse. Charlie à l'arrière ouvre la fenêtre pour avoir la sensation de plus respirer, d'avoir plus d'air. Et juste après, on verra qu'il y a le corps d'un animal sur la route. Mais à cause de la nuit, Peter va le voir au dernier moment. Du coup, il fait un écart brusque, ce qui fait qu'en même temps, la tête de Charlie va percuter un poteau à toute vitesse et ça va la décapiter. Ensuite, Peter, pris de panique, freine tout d'un coup, la voiture s'arrête et c'est le calme. D'ailleurs, Peter, sous le choc, ne fait plus rien. On dirait même aussi qu'il est dans le déni. Et pour nous faire deviner ça, on ne voit pas le corps mort de Charlie à l'arrière de la voiture. Je veux dire, il est quand même bien là, mais dans le film, on ne le voit pas. Bref, après quelque temps, Peter repart en voiture à une allure normale. Il va jusqu'à la maison familiale et rentre comme ça sans rien dire à ses parents. Et le lendemain, on verra que la mère va découvrir le corps de sa fille en premier. Donc je vous laisse imaginer le choc. Sinon, pour le spectateur, on aura en plus une vision de la tête restée sur la route, colonisée par les fourmis. Voilà, donc là, il s'agit quand même d'une mort surprenante, puisque même si ça arrive occasionnellement que de très jeunes personnes meurent dans des films d'horreur, en général, ce n'est pas de cette manière-là. Et souvent, il y a un côté plus divertissant, léger dans l'histoire. Mais là non, c'est pas le genre de ce film. Sinon, je dois dire aussi que pour moi, cette scène marque un peu un tournant dans l'histoire, puisqu'il s'agit de la véritable première scène choc du film, bien avant toutes les autres. Donc avec la mort de Charlie, on entre dans une ambiance encore plus dramatique. Même encore plus qu'avant, bien que ce n'était pas la joie. Ah oui, pour expliquer encore un petit truc en plus, avec cette scène, il faut savoir que cette mort
n'est pas accidentelle. Mais bon, normalement, si vous connaissez bien l'histoire, vous le savez. Pour finir, j'ai envie de dire que le seul réconfort que l'on peut trouver avec cette scène, eh bien c'est que la mort est assez rapide, si j'ose dire. Maintenant, parlons d'Annihilation, le seul film que je n'ai pas vu de toute cette vidéo. Mais bon, au moins, je me suis pas mal informé, et j'ai vu la scène présente dans l'iceberg. Bah oui. Donc voilà, normalement, je ne devrais pas dire trop de bêtises. Je l'espère. Bon, pour le synopsis, l'histoire suit plusieurs scientifiques qui sont partis explorer une forêt qui a subi un changement radical, puisque depuis peu, une météorite s'est crachée dans ce secteur. Et ça a eu des conséquences bizarres. L'élément qu'on note en premier, c'est que les espèces vivantes dans cet endroit eh bien, vont être profondément modifiées. Et ça va rendre l'endroit plus dangereux qu'il ne l'était de base. Et bref, parmi toutes ces créatures, eh bien, on verra à 2 reprises un ours. Dans la première scène, ce sera très rapide. On va voir l'animal la nuit en train d'attaquer Cassie. Elle va être tuée quoi. Mais ce sera hors champ, donc on ne verra pas. Plus tard, pour le contexte, une des personnages, Anya, devient un peu folle, voire même pas mal, à cause de l'environnement dans lequel elles sont. Et à cause de ce paranoïa, eh bien elle va attacher ses collègues à une chaise après les avoir piégés. Et pour info, ce moment-là se passe dans une bâtisse. Peu après, Anya entend des cris à l'extérieur qui ressemblent à ceux de Cassie, donc elle sort précipitamment. Mais juste après, contre toute attente, eh bien on va voir l'ours entrer dans le bâtiment. On voit d'ailleurs que l'animal n'a pas une apparence d'ours normal. Il a eu une mutation. On voit par exemple que son crâne est à moitié visible et la forme de sa tête est quand même globalement bizarre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Sinon, le côté bizarre ne concerne pas que l'apparence, mais ça concerne aussi la voix, puisque l'animal va pousser des cris qui ressemblent un peu à des cris humains, des cris de détresse même. Et avec cet élément, on devine que c'est cet ours eh bien, qui avait la voix de Cassie avant d'entrer. C'est lui qui avait fait les cris. Et c'était même pas calculé. C'est juste que c'est sa nouvelle voix. Bref, la créature tourne autour des 3 femmes attachées, tout en poussant quelques cris qui glacent le sang. Juste après, Anya revient, mais elle va se faire attaquer mortellement par l'ours qui s'est jeté sur elle. Pour les détails, sa mâchoire va être arrachée. Puis quelques secondes après, une des autres femmes qui s'appelle Josie va arriver à se libérer et elle tue l'ours mutant en lui tirant plusieurs fois dessus. Voilà, donc moment de tension et de peur. Mais bon, ce n'est pas le seul du film. Même si c'est peut-être le plus marquant. Et question bizarrerie, ça n'est pas non plus la seule scène étrange. D'ailleurs, en parlant d'étrange, pour expliquer un peu, il semble que l'ours a à moitié la voix de Cassie, puisqu'une fois qu'elle a été tuée, eh bien ça crée comme une sorte de connexion ou de transfert entre la victime et l'animal. Ce qui fait que par la suite, l'ours a pris quelques propriétés humaines. D'ailleurs, en parlant de ça, on voit aussi que la mutation de l'ours est plus importante dans la seconde scène que dans la première. Alors à présent, changeons d'ambiance et je vais vous parler de Fear Street,
Part 1. Alors pour le contexte, la franchise Fear Street parle notamment d'une ville américaine qui est maudite. Littéralement. Et le film numéro 1 se concentre grandement sur des jeunes qui doivent faire face à des tueurs revenus des morts. Un d'entre eux est un adolescent nommé Ryan Torres qui a tué ses victimes tout en étant déguisé de manière sombre, de la tête aux pieds, avec une apparence de squelette et du coup avec un visage de tête de mort. Ça fait peur. Et bref, c'est ce méchant qui apparaît dans la scène que je dois évoquer. Alors à ce moment-là, le Ryan mort-vivant déguisé retrouve deux de ses proies dans un magasin la nuit, d'où le fait qu'il n'y avait personne d'autre. Et bref, le tueur va arriver par attraper par surprise une des deux adolescentes qui s'appelle Kate. Il va au départ la pousser, la frapper et même lui mettre son visage dans un gâteau, pour l'anecdote, et ce, avant de lui donner un vilain coup de couteau. Et pendant que Kate est affaiblie, le tueur en profite pour lui faire passer sa tête à travers une grande trancheuse à pain. Ce qui aura pour effet que sa tête se retrouve en plusieurs morceaux. Horrible. Ah oui, et elle était encore vivante à ce moment-là. Enfin, jusqu'au début de la découpe. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très pénible de se trouver à la place de la victime à ce moment-là. Au moins, mine de rien, cette exécution est montrée de manière assez rapide. On se rassure comme on peut. Et puis voilà, je trouve que le film, dans sa globalité, se regarde comme un divertissement. Je veux dire, ça n'est pas un film hyper horrible ou réaliste, vu qu'il y a par exemple du fantastique. Donc dans un sens, on ne prend pas tout ça 100% au sérieux, et donc dans un sens aussi, ça allège le choc. Un petit peu. Mais bon, on ne ressent pas rien quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, maintenant, on arrive enfin au dernier film de ce niveau 2, qui s'appelle The Blob. Alors The Blob, c'est de l'horreur science-fiction, vu que le film met en scène une créature quand même peu commune. En fait, il s'agit d'une chose qui vient de l'espace et qui a débarqué sur Terre via une météorite. Et pour être plus précis, il s'agit d'un organisme vivant de couleur rose, gélatineuse, et cette chose va se nourrir de tous les êtres vivants qu'elle croise, surtout des humains. Sur ce, plus ce truc ingère des victimes, et plus ça grandit. Du coup, en quelques heures, la taille du monstre va être radicalement différente. Bon, sinon en parallèle, on suit bien évidemment des héros qui vont devoir fuir et surtout combattre cette chose. Et parmi ces héros, il y a Megan, qui à un moment va devoir partir dans un cinéma pour aller sauver son frère, qui s'appelle Kevin, et ce dernier était avec son ami qui s'appelle Eddie. Bref, cette salle de cinéma va, comme par hasard, être attaquée au même moment par le vilain blob, qui va ingérer ou faire fondre pas mal de spectateurs. Kevin et Eddie vont alors commencer à fuir, logique, et ils vont se retrouver dans un coin de la salle pour se cacher. Et enfin, Meg les retrouve et ils parviennent tous les trois à fuir via une issue de secours. Et puis, juste après, ils vont se trouver dans les égouts. Et c'est là où la scène évoquée dans l'iceberg commence vraiment. Alors les trois personnages dans les égouts ne vont pas échapper bien longtemps à la créature, puisqu'elle va les revoir, et elle les poursuit sous l'eau.
Les 3 survivants atteignent enfin une échelle. Kevin parvient à monter, mais quand Eddie essaye de le suivre, eh bien il va être pris par surprise par le blob qui le fait disparaître sous l'eau. Ensuite, Meg essaye tant bien que mal de secourir l'enfant, mais quelques secondes après, on verra le corps d'Eddie, déjà à moitié fondu, bien qu'encore vivant, et voilà, il va surgir de l'eau en implorant de l'aide. Mais bon, c'est trop tard, vu qu'il est déjà, on peut dire, à moitié ingéré par le blob. Bref, juste après, les 2 survivants vont parvenir à grimper jusqu'en haut de l'échelle. Kevin va arriver à s'enfuir, mais Meg ne pourra pas, vu qu'elle est bloquée par le grillage, qui est trop petit pour qu'elle passe. Mais miracle pour elle, au même moment, des scientifiques militaires vont débarquer au même moment, et ils commencent à attaquer le monstre. Il lui tire dessus, mais un de ces pauvres hommes va lui aussi être tué. Bon là, cette mort sera montrée de manière bien plus brève. Bon, les autres hommes encore vivants vont prendre la fuite, mais cette diversion va quand même sauver Megan, puisque ça va lui laisser du temps pour trouver un autre moyen de sortir. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, là, toute la scène est expliquée. Je peux difficilement faire plus. Mais bien évidemment, le moment traumatisant qui est sous-entendu, eh bien c'est la mort d'Eddie, qui, je le rappelle, est un tout jeune adolescent. Donc forcément, sa mort apparaît comme une surprise, un choc. Surtout que sa fin n'est pas spécialement plus douce que les autres de ce film. Loin de là. Voilà, j'ai enfin fini avec ce tiers 2, puisqu'il y avait quand même 14 scènes. Donc forcément, c'était beaucoup plus long que le premier, qui en avait que 4 en comparaison. Et puis en plus, j'ai remarqué aussi que pour pas mal de scènes du tiers 2, eh bien les explications étaient plus longues. Donc tout ça creuse encore plus l'écart. Sinon voilà, je vais terminer ma vidéo ici, puisque franchement là, il n'y a pas de conclusion à faire. Je pense qu'il y en aura seulement une, et bien la toute fin de l'iceberg. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et bien dans la prochaine vidéo qui concernera encore cet iceberg, avec les tirs 3 et 4.